Alors, avant toute chose, le premier réflexe qu'on a quand on ouvre un dos pour la première fois, c'est de se dire qu'on a une multitude d'informations sous les yeux, on ne sait pas par où commencer. Alors, je vous rassure, la majorité des dos que vous allez utiliser ont à peu près toujours la même présentation. Vous avez la barre d'en-tête dans le haut du projet, hein, donc cette barre d'en-tête, on va la détailler hein, dans cette vidéo. Et je vous annonce déjà la suite, hein, vous avez toujours les bibliothèques d'instruments et ou de contenu, vous avez les pistes dans lesquelles vous allez pouvoir enregistrer de l'audio du MIDI et vous allez même voir que dans cette version de Logic Pro, on va pouvoir tout doucement utiliser l'intelligence artificielle nativement, hein, donc celle de Apple, Apple Intelligence. Vous avez toujours une zone qui est consacrée à la zone d'édition, que ça soit audio, MIDI ou autre. Vous avez la table de mixage, hein, évidemment, hein, classique de pouvoir mixer votre projet. Et vous avez les réglages de base dans lesquels nous allons voir les choses essentielles à mettre en place avant de commencer votre projet. Alors, pour commencer, la barre d'en-tête, eh bien, de quoi elle se compose? Vous avez des boutons qui vont vous permettre d'afficher ou de masquer différents éléments de votre affichage, hein. Donc, le premier étant la bibliothèque, hein. Donc, comme vous voyez, je clique ici sur la gauche et vous avez directement l'espace de travail qui s'agrandit. Vous pouvez évidemment masquer cette bibliothèque si vous avez un plus petit écran. Apple est assez riche en termes d'informations, hein. Vous voyez qu'à chaque fois que je laisse la souris sur un bouton, j'ai ce qu'on appelle un petit placeholder, donc c'est un petit ruban qui va m'expliquer ce que fait le bouton, ainsi que sa touche de raccourci. Donc ici, en l'occurrence, la touche Y vous permet de masquer ou de démasquer directement votre bibliothèque. Les autres boutons, bien, on est dans la même logique, hein. Vous avez l'inspecteur. Donc, ce qu'on appelle l'inspecteur, c'est la partie qui se situe juste à gauche, hein, qui vous permet en fait de mixer la piste sur laquelle vous vous trouvez. Donc, c'est l'équivalent en fait hein, à la tranche d'une console de mixage. Et cet inspecteur, bien, vous pouvez l'appeler avec la touche I. Au niveau des raccourcis, hein, je vous mets un tableau sous cette vidéo qui reprend évidemment les principaux raccourcis qu'on va utiliser très régulièrement dans Logic Pro, donc pas que dans les tutoriels, mais de façon générale. Vous avez également la possibilité d'afficher le bouton d'aide rapide. Alors ce bouton d'aide rapide hein, vous rajoute une zone hein, dans l'inspecteur, donc s'il est masqué forcément vous n'avez plus l'aide qui apparaîtra, mais vous pouvez l'avoir sous le coup d'œil, hein, quand on débute c'est quand même relativement pas mal. Et en fait, en fonction de ce que vous allez pointer au niveau de la souris, eh bien vous avez l'explication de ce que fait la fonction. Donc, par exemple, solo, eh bien qu'est-ce que ça permet de faire? Ceci, à quoi ça correspond? Eh bien, c'est un curseur de volume hein, qui va mixer simplement le volume de la piste sur laquelle vous vous trouvez. Si je vais sur cette zone aussi, eh bien j'ai l'armature, donc le chiffrage en fait et l'armature du projet, hein, comme vous pouvez voir ici. Donc, ce petit bouton, moi, je vais le désactiver pendant les vidéos pour éviter d'avoir trop d'informations qui défilent à chaque mouvement que je vais faire, mais si vous le souhaitez, vous pouvez bien évidemment, et je vous conseille hein, de le garder actif au début pour savoir un petit peu ce que font les différentes fonctions et les différents boutons que vous avez sur l'interface. Le petit outil que vous avez ici, eh bien, c'est un raccourci qui est très compliqué. Je ne le retiens jamais hein, pour vous le faire en français dans le texte. C'est l'accent circonflexe, le bouton Alt, le bouton Commande et T. Alors, c'est beaucoup plus simple, évidemment, de cliquer sur l'affichage de l'interface. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir des outils de travail directement intégrés dans la partie haute de votre projet. Donc, c'est une partie qui ne bougera pas. Vous allez voir que certaines zones de l'interface vont changer en fonction de ce que vous allez faire dans l'interface, mais cette partie est immuable et ces boutons de travail vont vous permettre de couper, de coller, de retoucher certaines notes qui ont été effacées, que vous souhaitez modifier. Vous allez pouvoir apporter des couleurs sur vos pistes, etc. Donc c'est une partie qui reste fixe, tout comme celle de votre barre de projet. Alors dans un premier temps, pour gagner de la place au niveau de l'interface, je ne vais pas l'utiliser, on va la masquer. Mais enfin, voilà, simplement pour que vous compreniez le concept. Les boutons que vous avez à gauche et y compris ceux que vous avez à droite sont des boutons d'interface. Vous allez pouvoir afficher ou masquer le navigateur de boucle. Donc c'est notamment là-dedans qu'on va retrouver les échantillons audio, MIDI, les motifs, les session players, donc qui font partie de l'Apple Intelligence, donc l'intelligence artificielle, classée sous la forme d'instruments de genres musicaux ou avec une description en fonction de ce que vous cherchez.
Les bibliothèques, j'y consacrerai une vidéo complète parce que vous allez voir qu'il y a les bibliothèques d'instruments, il y a les bibliothèques d'effets, il y a les bibliothèques de contenu, donc ce qu'on appelle justement ces fameuses boucles et samples. Et donc je consacrerai un point spécifique à cette partie-là. Au niveau des autres boutons d'interface, vous avez de quoi prendre des notes. Alors voilà, bon, c'est très sommaire, hein, ça permet de dire bonjour, voici mon couplet, je ne sais plus écrire, et mon refrain. Voilà, parfait. Vous pouvez bien évidemment noter des idées d'enchaînement d'accords ou du texte libre, etc. Bref, toutes des informations utiles à votre projet. Alors en général, c'est pas fait pour raconter sa vie, hein. On va noter par exemple les accords principaux, on va noter du texte au niveau de la chanson, on va noter peut-être le nom des presets qui peuvent être intéressant de garder en disant ben, ok, j'utilise des synthés, mais je me souviens plus quels sont les presets que j'aime bien mettre dans mon projet et je les ai pas forcément mis en favori. Bien voilà, ça vous permet d'annoter tout un tas de choses directement dans votre projet. Vous avez donc l'inspecteur d'événements qui vous dit en fait tout ce qui se passe dans votre projet en cours de lecture. Donc ceci est un petit peu plus technique, hein, on y reviendra par la suite. Mais enfin voilà, donc vous avez énormément de choses qui sont modifiables au niveau de l'interface. La dernière étant eh bien en fait les éléments qui sont utilisés dans votre projet ou alors la possibilité d'aller chercher des choses qui sont en dehors, comme par exemple du contenu d'autres projets, des échantillons audio qu'on vous donnerait sur une clé USB par exemple. Donc ça vous permet d'avoir un navigateur de fichiers intégré directement dans Logic Pro. Alors de base, je vais masquer ces petites parties pour le moment, je vais garder le cœur du projet et on va continuer d'explorer notre barre de projet. Ok, on a les boutons d'interface à gauche et à droite, on a les boutons de contrôle qui vous permettent d'afficher les interfaces de vos programmes, hein. Par exemple ici, eh bien, j'ai un compresseur, j'ai la possibilité de régler le seuil, le ratio, etc. Et je ne souhaite pas le faire avec des fonctions compliquées, je peux avoir l'interface directement à l'écran. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les smart controls et vous aurez comme ça tout un tas d'interfaces en fonction des contrôles sur lesquels vous vous trouvez. Par exemple, si je prends une basse, eh bien, j'ai un smart control différent et adapté à ma piste de basse. Si je prends des guitares, eh bien voilà, j'ai le British Combo, la distorsion, l'écho, la reverb, le vibe, etc. Donc, en fonction de l'instrument et de l'audio que je vais traiter, eh bien ces smart controls vont s'adapter. Je peux afficher et masquer ces contrôles au niveau de la barre de projet. Pareil, hein, au niveau de ma table de mixage, le raccourci étant X vous permet d'afficher et de masquer directement vos pistes dans lesquelles on va retrouver eh bien quelles sont les égalisations qui ont été apportées, les effets qui ont été mis, les bus vers lesquels l'audio va partir, le nom de la piste et le mixage global du groupe ou de l'instrument, le cas échéant. On peut bien évidemment masquer cette partie. Le crayon, bien, c'est le plus simple, hein, c'est l'éditeur, c'est celui que vous allez utiliser la plupart du temps. Alors ici, dans un premier temps, bien, si je suis sur une piste audio, bien, cet éditeur va m'afficher le détail de ma région audio et je vais pouvoir y apporter des coupes, faire des séparations. Par contre, si j'ai un instrument qui est MIDI, comme par exemple un piano, eh bien, je vais pouvoir afficher la partition de ce que joue mon piano et si je le souhaite, je peux même afficher les informations MIDI. Alors la plupart du temps en MAO, on va travailler avec cette notion, on le remarque, hein, ce sont des petits carrés dans des grilles qui correspondent aux notes qui sont jouées. La couleur de ces rectangles, eh bien, c'est l'intensité et avec le crayon, on va pouvoir venir éditer certaines choses directement au niveau MIDI ou même peut-être au niveau de la partition, vous allez pouvoir rajouter, modifier, déplacer des notes, créer des rythmes un peu différents. Donc au niveau de cette interface, hein, pour résumer, hein, vous avez le contenu qui s'affiche de cette façon qui est dynamique en fonction de ce que vous souhaitez faire et vous avez les smart controls qui apparaissent dans la partie basse qui vous permettent d'éditer, de contrôler, de modifier les différentes régions d'instruments. Juste à droite, vous avez ce qu'on appelle les boutons de contrôle, de transport, pardon. Ce sont les boutons de transport qui vous permettent de vous déplacer dans le projet, d'avancer, de reculer, de revenir au début du projet, de faire play, d'enregistrer, pourquoi pas, directement de l'audio dans votre projet en disant ben, tiens, ici je n'avais rien chanté, bien je souhaite chanter. Vous pouvez enregistrer directement votre voix de cette façon. Vous pouvez double-cliquer, rééditer l'échantillon, clic droit, supprimer, couper, coller. Donc évidemment, tout ceci est relativement classique.
Ceci est la fonction cycle qui va vous permettre de dire, bien justement, je souhaite enregistrer ma voix dans cette partie-ci. Vous allez pouvoir, au niveau de la tête de lecture, juste au-dessus, sélectionner une région dans votre projet. Et le cycle va vous permettre de boucler directement dans cette région. Donc, ce qui veut dire que même si vous étiez beaucoup plus loin dans la lecture de votre projet, dès que vous allez faire play, il va s'en tenir au cycle dans lequel vous vous trouvez. Ce qui vous permet de re-shooter un enregistrement ou d'écouter une partie bien précise de votre morceau pour le remixer différemment. Alors ces boutons de transport sont relativement courants, hein, on a l'habitude, on les retrouve également sur les claviers contrôleurs comme les Arturia, comme j'ai un Essential ici connecté au studio. Vous voyez donc c'est exactement la même logique, le play pause, l'avancée reculée, le bouton de cycle et le bouton d'enregistrement. Voilà pour ce qui est des boutons de transport. On va arriver maintenant à la partie centrale du projet. Eh bien, c'est cette zone-ci que vous avez à l'écran qui contient la position de la tête de lecture. Donc, vous voyez que dès que je vais me déplacer dans le projet, il va me dire à quelle mesure je me trouve, sur quel temps je me trouve et sur quelle division de temps. Alors pour mieux comprendre comment ça fonctionne, voici à quoi ressemble une mesure. On est dans la mesure 16, je vais la mettre dans mon cycle et à chaque fois que je vais me déplacer, eh bien de temps en temps, de division en division, eh bien ces numéros vont s'incrémenter et donc ça correspond hein, au nombre que vous voyez ici au-dessus. Voilà. Alors cet affichage, vous pouvez le modifier hein, à tout moment hein, avec la petite flèche que vous avez vers le bas. Vous pouvez choisir de le voir sous forme de métrique, de temps. Voilà. Donc ici, je vois uniquement la position de mes mesures. Mais si je me mets en mode durée, par exemple, je vais voir que cette partie-ci se trouve à la 32e seconde et 33e seconde de mon morceau. Donc vous avez ça sous la forme numérique à ce moment-là au niveau de la tête de lecture. Alors, je vais personnaliser pour vous mettre un maximum d'informations sous les yeux. Ici, on va retrouver toutes les informations disponibles dans cette zone d'affichage avec la position au niveau de la mesure. Juste au-dessus, vous avez la position temporelle du morceau, donc 31e seconde, 32e seconde, et ainsi de suite. Juste à droite, vous avez la position des locators. Alors, c'est ce qui permet en fait de définir le cycle. Vous voyez, quand j'active ou que je désactive mon cycle, eh bien, je vois que mon locateur de début est à 16, mon locateur de fin est à 17. Si je modifie cette partie, eh bien, mon locateur de droite va s'adapter. Donc, ça vous permet de dire, eh bien, je souhaite créer une boucle directement, hop, de 12 à 17. Si je dézoome, il m'a placé mon locateur de 12 à 17. Et donc, parfait, hein, ça correspond bien à l'activation de mon cycle. Donc voilà, on a cette information-là qui apparaît au niveau de la barre d'information dans l'entête du projet. Vous avez le tempo du projet. Alors là, on arrive à quelque chose de complètement configurable, c'est la vitesse à laquelle va jouer votre morceau. Donc si vous voyez voir, si je vais ralentir, mon morceau ralentit considérablement. Dans l'autre sens, je l'accélère. Ok. Donc je vais le remettre à 115, hein, qui est la vitesse de jeu du morceau, mais donc vous voyez que ce tempo va directement influer sur la façon dont la lecture de vos régions et de vos pistes va se faire en fonction de si je bouge à ce tempo, qu'est-ce qui accélère, qu'est-ce qui ralentit. Ceci est en fait la partie qui se concerne au chiffrage de la mesure. Alors le chiffrage de la mesure, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais de façon simplifiée, on va souvent écrire de la musique en 4 temps. C'est-à-dire que tous les 4 temps, 4 noirs, 1, 2, 3, 4, je passe à la mesure suivante. A contrario, par exemple, si je prends la valse qui est en 3 temps, bien vous connaissez tous une valse, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est-à-dire que tous les 3 temps, j'ai déjà atteint la mesure suivante. Cette métrique, évidemment, influe complètement sur le style du morceau, donc je vous invite dans un premier temps à faire des morceaux en 4 temps, parce que c'est avec ça qu'on est le plus habitué. Juste à droite, vous avez la tonalité du morceau. Alors un morceau, ça se comporte d'un rythme, hein, donc le tempo, la vitesse du morceau, hein, plus précisément, mais ça se compose aussi d'une hauteur harmonique. Alors, cette hauteur harmonique, ici, elle est en si bémol majeur. Je vous renvoie à la partie du site qui parle hein, justement de ceci.
de la hauteur tonale, de la tonalité d'un morceau et des gammes majeures, mineures et voire même d'autres modes qui existent, hein. On a du pentatonique, on a du éoliédien, on a plein de choses à ce niveau-là. Et donc de façon sommaire, Logic Pro vous propose de définir une hauteur tonale majeure ou mineure directement dans la barre de projet. Cette hauteur tonale, vous allez voir que dans les exercices suivants, lorsque je vais la modifier, eh bien ça va permettre aussi de transposer automatiquement certains enregistrements MIDI que vous auriez pu faire. Et donc, évidemment, cette partie-ci sera très importante pour la suite. Pour le moment, je ne m'intéresse pas aux entrées et aux sorties MIDI, hein. C'est quelque chose d'un peu plus complexe et ce sera abordé vraiment en fonction du type de piste MIDI. Donc, on passe cette partie pour le moment. Et sur la dernière partie, eh bien, vous avez la notion de CPU et de HD. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est la consommation en processeur de votre projet. Vous allez très rapidement vous rendre compte que plus vous mettez de synthétiseurs et d'effets gourmands, comme des reverbs, notamment les reverbs, vous allez voir que la charge CPU augmente. Alors attention, c'est la charge CPU, donc la consommation processeur de Logic Pro par rapport à votre machine. Ça ne représente pas la consommation CPU de tout votre ordinateur. Ce qui veut dire que si à côté vous étiez en train de faire un jeu et que vous dites « bon, je mets mon jeu en pause, mais il continue de tourner, hein, je le mets en pause, je le réduis dans ma barre des applications, et puis je commence une session Logic qui contient 15 synthétiseurs, 6 reverbs », vous allez voir qu'en fait votre ordinateur va friser complètement, alors que votre CPU, au niveau du projet Logic, il est peut-être à 50 ou 60%. Donc attention, c'est la charge CPU de votre projet par rapport à tout le reste. Ce n'est pas forcément la charge CPU de votre machine. Faites très attention à ça. J'ai déjà eu des cas où des projets crashaient complètement à cause d'une saturation CPU et sans la sauvegarde automatique, évidemment, ce n'est pas récupérable. En dessous, vous avez la consommation au niveau de votre disque dur. Donc là aussi, hein, c'est la place que va prendre votre projet. Alors, ce n'est pas très intéressant, hein, d'avoir ça si vous ne traitez pas des audios très lourds. Mais voilà, ça a le mérite d'exister et ça vous prévient si jamais votre projet commence à consommer anormalement de la place, vous le voyez en temps réel. Alors, vous avez également des outils comme la possibilité de remplacer des sélections, de pouvoir utiliser un accordeur pour voir à quelle hauteur tonale un sample que vous avez mis joue. Si vous êtes dans un morceau en do majeur et que votre sample sonne un peu bizarre, vous allez pouvoir l'accorder en fonction de ce que vous faites dans votre projet. Vous allez pouvoir automatiquement mettre en solo la piste sur laquelle vous vous trouvez. Alors évidemment, les boutons solo sont aussi disponibles au niveau des pistes. Et vous avez la possibilité du décompte. Alors ce décompte, par exemple, alors il appelle ça compte, mais c'est plutôt un décompte, c'est de dire, bien, quand je lance un enregistrement, combien de tics de métronome je vais entendre avant que l'enregistrement se mette en route. Par défaut, c'est 4. Alors on va faire l'expérience tout de suite, hein. Je vais lancer l'enregistrement et vous allez voir qu'il va attendre 4 temps avant de me proposer d'enregistrer dans la région. 3, 4, et l'enregistrement commence ici. Ok, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Évidemment, ceci peut être désactivé ou agrandi, en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Imaginons que vous lancez votre session Logic Pro, mais que le synthé sur lequel vous jouez se trouve à 4 mètres de votre ordinateur. Eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez prévoir 2 mesures et à ce moment-là, vous ne devez pas courir et sauter, hein. Vous avez vraiment une première mesure, une deuxième mesure et l'enregistrement démarre ici. Ok, donc ça c'est pour le décompte, relativement pratique dans certaines situations, et le métronome qui, évidemment, comme son nom l'indique, va faire un petit tic pendant votre enregistrement. Alors, si jamais vous ne l'entendez pas, ce qui est très souvent le cas, pour ma part avec Logic Pro, vous pouvez faire un clic droit et faire réglage du métronome. Et vous allez pouvoir définir la tonalité à laquelle le métronome doit faire son tic et le volume à laquelle il va jouer. Alors, je vous montre un petit peu en temps réel ce que ça peut faire. Voilà, donc évidemment très pratique, ainsi comme moi, vous aimez bien faire des sessions Logic Pro un peu chargées, mais forcément votre métronome va se noyer dans tout un tas d'autres instruments, vous ne l'entendrez plus. Donc pouvoir régler la hauteur tonale et le volume auquel joue le métronome est quand même relativement pratique.
La dernière option que vous avez ici en termes d'affichage, eh bien, c'est le volume de sortie de votre projet. Alors personnellement, ce n'est pas une fonctionnalité que j'utilise beaucoup. Je préfère de loin contrôler donc via mon inspecteur mon master qui est ici. Et donc, ce que je vous invite à faire dès le départ, c'est de personnaliser la barre de projet en disant, bien, moi, c'est pas le volume principal que je veux voir, c'est le vumètre de sortie. De cette façon, vous voyez, le bouton de volume disparaît et quand on fait play, on a le volume réel qui va sortir du projet. Alors ça paraît de rien, mais pour moi, c'est quelque chose qui devrait de base être de cette façon dans Logic Pro. C'est dans les dernières mises à jour que c'était mis en place. Alors si ça vous dérange de ne pas avoir le master ici, vous pouvez le réactiver. Je vous dis simplement un clic droit, comportement du vumètre du sortie. Certains le désactivent complètement. Donc vous voyez, vous pouvez carrément dire, moi par exemple, le clic de métronome ne m'intéresse pas, le décompte non plus. Vous pouvez épurer automatiquement l'interface. Alors moi personnellement, c'est des choses qui m'intéressent. Je vous conseille, si vous enregistrez du MIDI, de laisser ces fonctionnalités, au moins un décompte d'une mesure et un métronome correctement réglé, et d'avoir le vumètre de sortie en temps réel et de pouvoir piloter votre master le cas échéant. Voilà pour ce qui était de la barre de projet. Je vous invite à me poser vos questions si jamais vous avez des remarques, des suggestions. Et par la suite, on va s'intéresser à la bibliothèque des instruments VST, donc consacrée aux instruments virtuels, mais aussi aux effets virtuels.